Jeudi 24 avril, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de TNTV. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Quand les Polynésiens pourront-ils bénéficier des soins qu'ils attendent? L'Institut du cancer a fait débat ce matin à l'Assemblée, débat engagé par l'opposition mais aussi au sein même de la majorité. Le ministre de la Santé a annoncé des avancées. Nous en parlerons entre autres avec l'un des deux sénateurs de Polynésie, Tevaro Fritsch, et notre invité ce soir. Troisième manifestation au centre de détention Tatoutou ce matin où la tension monte. Une centaine d'agents a protesté devant les grilles de la prison. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées et un manque de respect de la part de la direction. Le point sur la situation dans ce journal. Comme chaque jeudi, nous retrouverons également Oriano Tefo pour prendre des nouvelles de nos sportifs évoluant à l'étranger. Ce sera dans Théara Sport. Et puis, un spectacle au musée James Norman Hall, c'est ce que vous propose la troupe Bel Canto. Chanteurs et musiciens content l'aventure des marins de la Bounty. Nous avons assisté à une répétition. Mais avant d'aborder ces titres, on prend tout de suite la direction de l'église Mariano Tehau à Papeete, où est sur le point de se dérouler une grande cérémonie œcuménique en hommage au pape François. Davidson Bennett se trouve sur place. Davidson, bonsoir. On imagine qu'il y a du monde ce soir. En effet, bonsoir Sophie, bonsoir à toute la Polynésie. Le monde est bienvenu ici à cette cérémonie écuménique du côté de Mariano Tehau. Les fidèles pourront se recueillir dès dimanche matin sur la tombe du pape François, selon annoncé aujourd'hui par le Vatican. Des milliers de personnes continuent de défiler dans la basilique Saint-Pierre où est exposé le cercueil du pape. Ce soir, vous avez pu le préciser, Sophie, ici au sein de l'église Mariano Tehau, les fidèles ont pu également venir rendre hommage au pape François à l'occasion de cette messe œcuménique, une messe qui sera dite dans quelques instants par Monseigneur Cotonso, archevêque de Papeete. De nombreuses personnalités ecclésiastiques de tous bords sont également arrivées ce soir. On fait donc le déplacement, mais aussi des personnalités politiques. Avec nous ce soir, Monsieur Edouard Fritsch, qui a eu l'occasion de rencontrer le pape François. C'était il y a quelques années. De cela, Monsieur Fritsch, qu'avez-vous retenu de cette rencontre avec le pape François? Et bonsoir à tous. Effectivement, j'ai eu cette grande grâce d'avoir la chance de rencontrer le pape François. Ça a été un grand moment. Je suis catholique, bien sûr, et que je m'étais bien rendu compte que j'étais parmi les milliers de catholiques de la Polynésie française. J'étais celui qui a été choisi. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a redonné espoir dans la vie. En plein de problèmes, j'étais président, j'ai beaucoup de soucis, je vivais ma foi, mais j'étais pas toujours content de la façon dont je vivais ma foi parce qu'il me manquait beaucoup de choses. Et cet homme que j'ai rencontré à Rome m'a redonné l'espérance dans une vie meilleure. J'ai eu l'impression que le pape François avait dans son cœur une place pour chaque catholique. Il m'a parlé comme s'il me connaissait, comme s'il connaissait mon âme, mon esprit. Voilà, j'ai gardé vraiment un souvenir. Ça m'a réchauffé le cœur, bien sûr, mais ça a réallumé ma flamme de ma foi dans le Christ et dans le Père Céleste. Et j'en ai gardé avec mon épouse vraiment un très bon souvenir. Cet homme est vrai, il est vrai. Cet homme est généreux, cet homme nous aime. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné du calendrier. Vous savez, il est mort le jour où le Christ est ressuscité, il est monté au ciel avec. C'est formidable ce qui se passe et on ne peut pas l'oublier. Un pape qu'on ne peut pas oublier, généreux, qui a su comprendre chaque catholique et chaque être humain sur cette terre. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots, Monsieur Edouard Fritsch. Merci énormément. Et voilà ce que l'on peut donc ressortir pour cet hommage qui débute tout juste ici à Mariano Tehau. C'était Davidson Bennett depuis Mariano Tehau pour Tehtini Télévision.
Merci beaucoup Davidson Bennett, mais également Juliano Tautou derrière la caméra. Elle réclame au ministre de la Santé de faire du cancer une priorité. Cathy Puchon, représentante Tapura Huir Atira, et Hinamueura Morgan Cross, représentante Tavini Huir Atira, interpellent Cédric Mercadal sur le sort de l'Institut du cancer. Quel accès aux soins pour les patients en attendant? Des questions qui ont fait l'objet de vifs échanges ce matin lors de la session administrative à Taraheuil. Laure Philibert et Jeanne Tinoroa y étaient. Regardez. C'est par une minute de silence en hommage au pape François qu'a démarré la deuxième séance plénière de la session administrative ce matin. Un silence de courte durée puisque le gouvernement a dû répondre à 5 questions orales, dont 2 sur le sort de l'Institut du cancer et sur les conventions entre le FENUA et l'Institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Cathy Puchon a porté les interrogations de l'opposition. Lorsqu'on voit la détresse de ces malades qui n'ont pas pu être soignés correctement, parce qu'il n'y a pas de convention de renouveler, c'est malheureux d'entendre ces témoignages de ces malades qui sont venus témoigner de leur souffrance. Côté majorité aussi, Hinamueura Morgan Cross demande des comptes. Pourquoi la mise en service d'un PET scan promise au 1er janvier dernier n'est toujours pas concrétisée et quand les Polynésiens pourront bénéficier des soins qu'ils attendent? Il n'y a pas eu de rupture de soins, effectivement, mais il y a des gens qui sont très très mal soignés. Et s'il y a eu rupture de protocole avec Gustave Roussy, il y a des malades, tout d'un coup on leur a dit écoute, je ne peux plus m'occuper de ton dossier. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministre qui ne s'est pas occupé, qui n'a pas fait son travail, qui a laissé traîner. Pour moi, il doit démissionner. Si le ministre admet un décalage dans le temps pour l'inauguration du PET scan et concède avoir fait preuve d'optimisme, il l'assure, tout est fait pour proposer des solutions opérationnelles dans le cadre de la loi. J'ai été optimiste pour une date, c'était le TEP scan. Et quand on a voulu le mettre en place et qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les autorisations de l'Agence de sûreté nucléaire, c'est ça, on a des éléments rionisants qui peuvent tuer des gens, c'est déjà arrivé. Donc on fait très attention pour garantir aussi la sécurité des patients autour, la sécurité des patients qui passeront au TEP scan. Il nous a été reproché de ne pas avoir renouvelé la convention avec Gustave Roussy, sauf que cette convention n'existe pas. Donc il y a bien eu une convention signée entre le pays et Unicancer. Unicancer, ce n'est pas Gustave Roussy, donc il n'y a jamais eu de convention avec Gustave Roussy. Cédric Mercadal annonce l'inauguration du PET scan pour le courant du mois de juin au sein du centre hospitalier du Taoné. Et le sénateur Teva Roufrich est parmi nous ce soir. Yaorana, monsieur le sénateur. Yaorana, merci de me recevoir. Et merci à vous d'être sur le plateau de TNTV ce soir. On l'a entendu dans le reportage, le sort de l'Institut du cancer a fait débat ce matin à l'Assemblée. Quel est votre avis, à vous, monsieur le sénateur, sur la question ? D'abord, si vous le permettez, je voudrais apporter toute ma solidarité à notre Église catholique qui se réunit à Mariano-Oteo ce soir, avec autour de Monseigneur Cotenso. Effectivement, j'ai constaté comme vous ces tumultes à l'Assemblée de Polynésie française sur un sujet qui devrait tous nous rassembler. Et qui plus est, la majorité qui en avait fait un élément fort de leur campagne électorale au moment des territoriales. Hinamueura Cross a eu le courage de dénoncer finalement ce qui n'est pas dit tout haut. Il faut prendre des mesures immédiates. Enfin, je veux dire, il y a une urgence pour la prise en charge du cancer. Nous suivons, nos malades qui sont évassanés à Paris, en métropole, à l'Institut Gustave Roussy. Nous les rencontrons régulièrement, justement. On ne peut pas simplement se doter de machines et d'investissements. Il y a une donnée qui est primordiale, essentielle, qui est celle des médecins. En matière d'oncologie, de traitement du cancer, on sait que chaque jour, chaque semaine compte. Donc je ne comprends pas qu'on en soit encore à ce niveau, on va dire, de débat politique à l'Assemblée, alors que l'urgence est là et que la maladie est là. Et je crois que la majorité a montré une fois de plus, malheureusement sur ce sujet-là aussi, qu'il y a une certaine forme d'élitement, je ne veux pas dire d'incompétence parce que je ne vais pas juger, mais enfin, les malades, ils font quoi quand on entend tout ce qui est dit à l'Assemblée ? L'Institut du cancer, un organisme important, vous l'avez dit, aussi pour tous les patients atteints de maladies de cancer radio-induit. Une nouvelle commission d'enquête a vu le jour en début d'année. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de cette nouvelle commission d'enquête qui doit rendre un rapport au mois de juin ? Alors, effectivement, c'est une initiative d'enquête à l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale. Nos députés y travaillent avec en chef de file Myriana Redarbelot. Je salue
salue cette initiative. Je crois que c'est l'occasion de refaire le point. Alors, il ne faut pas oublier que beaucoup de choses ont été mises en place depuis Terekotika à l'initiative d'Emmanuel Macron. Mais enfin, ça ne veut pas dire que tout est bien aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore un travail, même si les chiffres le démontrent, il y a de plus en plus de dossiers qui arrivent au bout au CIVEN, mais ça reste quand même une démarche, à mon avis, qu'on peut encore simplifier. Je pense que la prise en charge de plus de maladies radio-induites devrait être engagée. On nous dit qu'il faut attendre une décision, ou en tout cas un rapport de l'ONU qui sortira en 2026. Je trouve que c'est long. Ça fait tant d'années qu'on en parle. Et puis il y a la question du remboursement des charges de la CPS. Sur la table. Chacun campe sur sa position. L'État ne peut pas non plus dire qu'on va se contenter de rembourser les frais pour ceux qui ont été reconnus victimes au CIVEN. Ça n'est pas justice et ça n'est pas normal. Donc en tout cas, je suis ça depuis le Sénat. Si nous sommes sollicités, nous apporterons notre contribution. C'est important que l'on poursuive ce combat qui est un combat. Monsieur le sénateur, on va parler également des compétences des communes, puisque vous avez proposé une loi pour simplifier la possibilité offerte aux communes d'exercer certaines compétences. De quelles compétences on parle exactement et est-ce que les communes ont les moyens? Alors, d'abord, il ne s'agit pas de transfert effectivement de compétences, c'est pour permettre aux communes d'intervenir dans un champ de compétences, on va dire, du quotidien, en matière d'aide économique, mais surtout d'aide sociale, d'urgence notamment, mais aussi pour la jeunesse, les sports. Et finalement, c'est ce que font déjà un peu nos tavanins dans les îles. C'est aussi une régularisation d'une action qui est faite à un endroit où il n'y a pas de service public d'État, ou très peu, et pas de service public du pays, et très peu. Pour les îles éloignées, c'est fondamental parce que c'est pour encadrer et permettre de justifier juridiquement, on va dire, cette intervention que font nos tavanins, parce que sinon, qui va répondre à nos populations? Et puis pour Tahiti, il y a aussi d'énormes besoins. À la mesure des moyens des communes, il ne s'agit pas de transfert d'argent, il s'agit simplement d'autoriser nos maires, finalement, à aider nos populations au quotidien. Et je crois qu'il y a de gros débats à l'Assemblée, alors qu'ils ont voté pour en commission, la majorité Justement, se divise. Ce matin, la question a divisé alors qu'elle semblait faire consensus. Mais c'est pas normal. Enfin, j'entends dire que parce que les municipales approcheraient, la majorité veut pas faire un cadeau à l'opposition. On en est encore là? Où est-ce qu'on parle d'intérêt général à ce moment-là? Je veux dire, cette proposition, nous, ça fait 2 ans qu'on y travaille avec des experts juridiques. J'ai entendu dire aussi qu'elle serait mal écrite. Mais enfin, je pense qu'on joue encore au jeu politicien à l'Assemblée. Ça a été rappelé par Alain Moiran, qui n'est quand même pas n'importe qui au sein de la commission, que le pays pouvait encadrer au travers d'une loi de pays. Ensuite, une fois que le statut sera modifié, parce que nous, on modifie le statut. Ensuite, l'Assemblée prend ses lois de pays et peut encadrer ses interventions. Donc je crois qu'on est encore en train d'instrumentaliser ce sujet. On va parler maintenant de la lutte contre la vie chère en Outre-mer. Avec vous, vos homologues, vous avez donc rendu un rapport il y a 15 jours dans lequel vous formulez des recommandations. Quelles sont les principales propositions que vous faites et qu'espérez-vous de ce rapport ? Alors, c'est vrai que l'Assemblée nationale s'en était saisie il y a quelques temps. Nous avons aussi au Sénat, dans une mission flash entre novembre et mars, donc c'est court, produit là pour le coup 24 recommandations, alors qui concernent tous les Outre-mer en fonction de nos statuts, DROM, COM, c'est vrai que ça s'applique différemment. J'en prendrai une ou deux peut-être. Alors, bien sûr, on est pour la transparence et la libre concurrence, et il faut continuer de l'encourager. Nous disons aussi, attention, il ne faut pas trop alourdir non plus l'arsenal, on va dire, juridique. Il ne faut pas étouffer le monde de l'entreprise. Pour qu'il y ait une libre concurrence, il faut les conditions de la concurrence, c'est-à-dire un marché dynamique. Ça veut dire de l'emploi des consommateurs. Donc c'est l'emploi qu'il faut inciter, c'est l'investissement public. Et aujourd'hui, je constate que le gouvernement, malheureusement, ne fait pas de redistribution, ou très peu. Ils ont supprimé les CAE, mais ne les ont pas remplacés parce qu'ils aident finalement les CDI, c'est-à-dire les gens qui ont un job. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas de job? Ce sont aussi des consommateurs. Et ça fait partie de cette lutte contre la vie chère. Et puis, il faut investir. L'investissement public est important. Et si une autre mesure devait être retenue dans ce rapport, c'est celle où on sollicite l'État pour participer au titre de la continuité territoriale sur une aide aux fret anti-vie chère. Il y a 3 types d'aides qui existent en métropole, qui bien sûr ne sont pas pour nous les COM du Pacifique, je ne vois pas pourquoi. Donc nous disons, y compris dans le Pacifique, c'est pas parce que nous sommes autonomes qu'on ne doit pas être aidé en la matière. Et donc ce rapport pointe du doigt cette nécessité de lutter contre la tyrannie des distances. C'est ce qui pèse aujourd'hui sur le coût de la vie. Je ne vous parle pas des taxes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le gouvernement doit aussi baisser les taxes sur la consommation. On a très peu de temps, je l'ai dit à plusieurs reprises. Ce sont les leviers. J'aimerais vous poser une toute dernière question. Oui. On a appris dans le même temps qu'un rapport a été soumis à l'Assemblée. Il invite à revoir la rémunération des fonctionnaires soupçonnés d'avoir un effet inflationniste. L'idée, c'est de l'adapter au coût réel de la vie. Est-ce qu'en baissant le salaire des fonctionnaires, on peut vraiment faire baisser les prix finalement? Ça serait une ignominie et une bêtise sans nom.
Nous serons vent debout contre cette mesure qui a été proposée dans un autre rapport, qui d'ailleurs devait se pencher sur les institutions et pas forcément sur ces sujets-là. Là, ce qu'ils appellent la surrémunération, nous appelons l'indexation finalement des fonctionnaires, elle est justifiée pour accompagner les fonctionnaires d'État en raison du coût de la vie élevé. Donc, ce n'est pas en supprimant cette indexation qu'on va faire baisser le coût de la vie. Attaquons-nous au vrai sujet, c'est ce que je disais, la distance, le fret, les taxes, les coûts d'approche, et créer de l'activité économique. Donc, c'est les moteurs économiques qu'il faut activer. Ce n'est pas en venant couper finalement une aide au pays globalement, au travers de ces fonctionnaires d'État qui consomment aussi en Polynésie, que l'on arrivera à résoudre ce problème. Donc, nous sommes contre cette disposition si elle venait au Sénat. Si elle venait au Sénat, et vous devriez peut-être prochainement rencontrer le président de la République à ce sujet. Merci beaucoup, Teva Rohfritsch, d'avoir été notre invité ce soir. Et bonsoir à toute la population. Merci. Les agents pénitentiaires de Tatoutou, de nouveau devant les grilles de la prison. Une troisième manifestation a eu lieu ce matin, rassemblant une centaine de protestataires. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées et un manque de respect de la part de la direction. Le point sur la situation avec Herihau Teariki et Tawiti Tauniwamusan. On est en démocratie. La tension monte au centre de détention de Papeari. La mobilisation a gagné de l'ampleur. La colère enfle, mais aucune discussion concrète n'a été engagée. Le dialogue reste bloqué avec la directrice. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Je ne parle pas aux gens du trottoir. On n'est pas des sans domicile fixe. On est des fonctionnaires d'État placés sous son autorité. On n'est pas des personnes qui vendent leur corps ou quoi que ce soit. C'est péjoratif. Elle a blessé tout le personnel qui est ici présent, qui sont en colère. Nous, ce qu'on demande simplement, qu'elle daigne descendre de sa tour dorée et de venir nous voir ici. C'est pour ça que c'est un manque de respect et du mépris de sa part. Depuis avril 2024, le personnel dénonce un malaise grandissant, une surcharge de travail, des problèmes techniques non résolus et des promesses non tenues par la direction. La directrice contactée n'a pas souhaité répondre. Le mouvement pourrait se durcir dès la semaine prochaine et les agents comptent hausser le ton même s'ils ne comptent pas bloquer les parloirs. Le syndicat nous fait savoir qu'il souhaite également se faire entendre du représentant de l'État en Polynésie française. Le régiment du service militaire adapté ouvre ses portes au public ce samedi. L'occasion de découvrir les formations proposées, de participer à des activités, d'assister à des démonstrations ou encore d'échanger avec les jeunes engagés et leurs formateurs. Les jeunes, justement, qui souhaitent s'engager pourront également le faire sur place au camp d'Aloué. Il faut avoir entre 18 et 25 ans. Les portes seront ouvertes au public de 8h à 16h. On ouvre une page sport maintenant avec cet événement. Le mémorial Kevin Kuider est annoncé ce samedi à Bora Bora où près de 350 rameurs sont attendus. Mais avant de s'envoler pour la perle du Pacifique, les Haïtos se sont rendus ce matin sur les quais de Motuuta pour charger leur pirogue à bord du Taporo 6. Parmi les rameurs, Kyle Taraufau d'Ertahiti-Va'a. Il livre ses impressions au micro de Désiré Teivao. Voilà, déposer le A pour la Kuider, là, on va essayer d'aller au mémorial du copain là. L'année dernière, j'ai pas pu participer à cette course-là, j'étais en déplacement et puis voilà, ça me tenait à cœur de rendre hommage à ce grand champion qui est Kevin Kuider. Ici, il y aura la course V6, donc je pense que ceux qui ne vont pas aller à la Kuider, je crois qu'ils vont tous se rejoindre ici. C'est sûr que voilà, le fait d'avoir deux courses le même jour, c'est un peu compliqué en tant qu'athlète de choisir, mais voilà. Moi j'ai préféré aller à la Kuider pour rendre hommage à notre ami et être très content en tout cas d'y aller, quoi. Et après nos sportifs locaux, quelles sont les nouvelles de nos sportifs à l'étranger? Les réponses tout de suite dans Tiara Sport. Et on accueille Oriano Tefa ou Yorana. Bonsoir Sophie. Alors on part au Pérou pour démarrer cette rubrique. Le Pérou où nos jeunes judokas polynésiens ont fait honneur aux Fénois lors de deux événements. Et oui, l'équipe était composée de 3 jeunes du Fénois, 2 cadets avec André Popov et Raimaru Olose et un junior, Tamatere Hervé. Les compétitions rassemblaient 24 nations du monde entier comme le Brésil, les États-Unis, le Mexique ou encore le Canada. Nos représentants bien représenté le Fénois. Raimaru Olose, que vous pouvez voir sur les images, a même remporté une médaille de bronze aux Océanias chez les cadets de plus de 90 kg.
Nos étos sont revenus avant-hier au Fénois. Franck Bellard, directeur technique de la Fédération polynésienne de judo, les a accompagnés. Il nous fait le bilan. On l'écoute. Poser le pour la cuider, là, on va essayer d'aller à gagner un combat à ce niveau-là, parce qu'il faut vraiment savoir que les jeunes qui participent au championnat d'Océanie Panamérique, dans quelques années, ils feront les Jeux Olympiques. Voilà, certains, en tout cas, les meilleurs Brésiliens, les meilleurs Américains, les meilleurs Canadiens, on les retrouvera aux Jeux Olympiques peut-être d'ores et déjà pour 2028. Donc c'est un très très haut niveau de compétition, et ne serait-ce que de gagner un combat, c'est déjà un exploit pour nous. Ambre a fait cet exploit, elle a été donc officiellement la première Polynésienne à gagner un combat à ce niveau-là de compétition. Elle en a même gagné 2, malheureusement elle bute au pied du podium, elle termine 5e, ce qui est quand même une belle performance qu'il faut souligner, c'est une belle performance dans une catégorie relevée. Et l'exploit est venu de Reimaru Olose, qui lui est le premier Polynésien à monter sur le podium de cette compétition. Et ensuite on a enchaîné avec le lendemain, les cadets ont recombattu en junior et on a ajouté Tamaterei Hervé. Donc Tamaterei perd au premier tour sur un bon argentin, il fait un combat très très honorable, il s'est livré, voilà, il perd, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc une belle prestation, même s'il n'y a pas les médailles et les résultats sur les juniors, c'est quand même un niveau supérieur, une belle prestation. Et cette fois, on prend la direction de l'Australie où se disputeront la semaine prochaine les finales du circuit mondial de body surf. Et Tahiti sera bien représenté, Oriano. Et oui, elle aime l'océan, les défis et surtout glisser sur les vagues. Puatea Ellis participera la semaine prochaine à ce grand rendez-vous qui rassemblera les meilleurs riders du monde entier. Si vous ne connaissez pas cette discipline, le principe est simple. Il consiste de surfer uniquement avec son corps et des palmes. Mais avant de s'attaquer à ces finales, les athlètes pourront se jauger dès ce week-end au festival Tube Rider, toujours à Coulomb Beach. Avant son arrivée en Australie, Puatea était en escale en Nouvelle-Zélande. Nous en avons profité pour faire son interview et prendre le pouls avant la compétition. On l'écoute. J'ai la chance de pouvoir surfer un peu partout. Donc l'année dernière, ça a été à Hawaï pour les mêmes championnats. Et cette année, c'est l'Australie qui accueille les championnats du monde. Bah, écoute, moi, je me jette à l'eau, passant. Je suis consciente des dangers qu'il y aura, mais voilà. Après, on est doué et puis si tout le monde va à l'eau, je ne vois pas pourquoi moi je n'irai pas aussi. Que j'ai une particularité qui a été vue déjà depuis l'année dernière et depuis déjà toutes ces années, c'est que j'ai l'habitude de chuter des grosses vagues déjà et d'aller au pic et de prendre beaucoup de risques. C'est pour ça que j'ai souvent des bons résultats. Et ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir créer des nouvelles manœuvres. Le take-off en dauphin, donc sous la vague. Et la particularité que j'ai, c'est de pouvoir les take-off aussi en coulée de dos. Et là, je crois qu'il y en a pas mal qui ont essayé de s'entraîner dessus. Mais j'aimerais bien taper sur un front flip, mais on va essayer de voir quoi. Voilà, félicitations encore à nos athlètes et on souhaite bonne chance à Puatea Ellis pour sa prochaine compétition. Voilà, Sophie, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'actu de nos athlètes à l'étranger. Merci beaucoup, Oriano. On vous retrouve plus exactement jeudi prochain. Ces images à présent du premier marché des matières premières. Il a débuté ce matin au musée de Tahiti et des îles. Un premier grand rendez-vous pour les professionnels de l'artisanat avec pour finalité la création d'une centrale d'achat de matières premières. Sur place, plusieurs ateliers sont proposés aux visiteurs et des conférences ont été programmées tout au long de cette manifestation qui se terminera ce samedi. Vous pouvez donc encore en profiter. Ils se produiront au sein même du musée James Norman Hall. Une quinzaine de chanteurs et musiciens de la troupe Bel Canto seront en représentation demain et samedi. Ensemble, ils comptent l'aventure des marins de la Bounty, du beau spectacle en préparation. Matai Horei a assisté à une répétition. Commentaire signé Moya Pierron. Le dernier chant de la Bounty, c'est un voyage en chanson, un spectacle où l'histoire des marins de la frégate Bounty prend vie à travers la musique. Des reprises, mais aussi des créations originales, un spectacle que l'association Bel Canto Tahiti prépare depuis un an. Musique baroque, chansons de marins, Himene Tarava. Piano, ukulélé, violon, percussion, accompagné des voix de la troupe Bel Canto.
Un mélange des genres savamment orchestré pour vous faire vivre l'aventure de cet équipage qui a jeté l'ancre à Tahiti en 1788. Il y aura un orchestre traditionnel, il y aura également un orchestre moderne avec violon, piano. Donc ça sera très jumelage entre donc, les deux cultures, la culture anglaise et notre culture polynésienne. Et justement, la troupe a choisi de présenter ce spectacle dans le jardin de la maison James Norman Hall, auteur de l'ouvrage Les Révoltés de la Bounty. Les spectateurs auront aussi l'occasion de visiter la maison de l'écrivain dont on célèbre cette semaine les 138 ans. Et je pense que ce lieu est justement un lieu de rencontre de tous les arts, que ce soit l'écriture, la littérature, le chant, la musique. La maison James Norman Hall se prête à ça. Et justement, on souhaite que ce soit un pont à toutes les expressions artistiques. La troupe Bel Canto espère par la suite pouvoir exporter son spectacle vers la métropole et l'étranger. Et il reste encore des places pour assister au spectacle. Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook de l'association Bel Canto Tahiti. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après les émissions Moana et Toua, à 19h20, ne manquez pas le magazine consacré au championnat du monde de beach soccer qui démarre le 1er mai aux Seychelles. Enfin, retrouvez 2 épisodes de Drop Dead Diva. Demain, TNTV a le plaisir de vous présenter un nouveau visage pour vos journaux du week-end. Laurence François sera au rendez-vous à 18h30. Quant à nous, on se revoit bientôt. Très belle soirée, excellent week-end à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.